Nous sommes de retour dans cette édition du 6 avril 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de recevoir sur notre plateau pour notre page économique Christophe Baron. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Et on va commencer votre intervention par la récession, la potentielle récession aux États-Unis, puisque cette semaine a été riche en publications d'indicateurs macroéconomiques. On pense à l'ISM, on pense au rapport des marchés sur l'emploi, différents rapports sur le marché de Jolts et ADP. Et en parallèle de ça, on a un taux à 2 ans qui chute littéralement. Donc on sent que l'économie américaine est sur le fil de rasoir. Quel facteur serait l'élément déclenchant de cette récession aux États-Unis selon vous ? Le point clé aujourd'hui, ça va être vraiment l'impact de la crise bancaire sur le resserrement des conditions de crédit. Ça reste quand même un point majeur, sachant que ces conditions de crédit sont déjà dans une phase de détérioration depuis le 3e trimestre de 2022. On sait que ça va se poursuivre au 1er trimestre. On a eu des indicateurs, notamment vous avez la Fed de Richmond qui publie quelque chose d'actualisé donc pour le mois de mars, qui montrait cette détérioration. Et on peut imaginer que ça va se poursuivre au moins au 2e trimestre de cette année. Et généralement, on estime que l'évolution des conditions de crédit, c'est plutôt un indicateur avancé de l'économie entre 10 et 15 mois à peu près. Donc on va vraiment guetter ce qui se passe là-dessus parce qu'on a déjà tout un tas de faisceaux qui suggèrent qu'on pourrait avoir un ralentissement de l'activité, donc fin du T1 et T2, et même potentiellement une contraction sur la deuxième partie de 2023. Sur la deuxième partie de 2023, quand vous dites resserrement des conditions de crédit, elles sont déjà très très resserrées, j'ai l'impression quand même. Alors, très resserrées, historiquement, on peut encore faire pire. Ouais, d'accord. La réalité, c'est que les petites et moyennes banques aux États-Unis donc, génèrent énormément de crédit. Donc c'est 40% pour le consommateur, 70% pour l'immobilier commercial aux États-Unis, qui est aussi un secteur qui est sous pression pour tout un tas de facteurs, à cause de la hausse des taux d'intérêt, à cause du travail à domicile, etc. Donc on peut aujourd'hui se poser la question s'il ne va pas y avoir des frictions à la fois sur l'immobilier commercial américain qui pourrait lui aussi jouer sur l'état des finances des petites et moyennes banques aux États-Unis et in fine sur les conditions de crédit. C'est in fine sur les conditions de crédit. J'ai entendu il y a peu de temps un stratégiste américain qui expliquait que dans ces conditions, les indices américains, et notamment le S&P 500, pourraient aller chercher ses plus bas de 2022. Est-ce que c'est un scénario, donc ça qui correspond à moins 12% là, à partir à aujourd'hui, c'est un scénario qui est envisageable selon vous? Alors il faut prendre, quand on regarde les indices américains, notamment le S&P, il faut prendre en compte tout un tas de choses. Déjà, les entreprises américaines, elles font plus de 50% ou à peu près 50% de leur chiffre d'affaires ailleurs qu'aux États-Unis. Donc, dans la même phase, vous avez quand même la croissance chinoise qui va quasiment doubler par rapport à l'année précédente. Donc, ça c'est sûr, on reviendra sur ce point juste après, il y a des indicateurs qui ont été publiés, mais effectivement ça va être intéressant. En tout cas, on aura une grosse réaccélération puisqu'on était sur 3% l'année dernière. Nous, on a tendance à viser 5,7. Donc ça donne quasiment x2, avec des signaux récemment plutôt encourageants. Maintenant, il y a aussi pour le S&P tout un tas de paramètres, donc la liquidité, les anticipations de taux d'intérêt de la Fed. En fait, pour revenir sur les plus bas de 2012, il faudra à la fois qu'il y ait un ralentissement global, un choc négatif supplémentaire, et il faudrait que la Fed ne suive pas ce que le marché anticipe sur les taux d'intérêt, à savoir qu'elle les maintienne à un niveau élevé pendant beaucoup plus longtemps que le marché ne l'anticipe. Donc c'est ça qui pourrait éventuellement donner un scénario sombre en fait, en quelque sorte. D'accord. Donc c'est bien encore la Réserve fédérale américaine qui va donner là sur les marchés financiers tout au long de 2023. C'est un peu la clé, et puis on l'a vu dans le dernier meeting du FOMC, beaucoup de membres du board anticipaient un durcissement des conditions de crédit, sans savoir pour autant le quantifier, parce que c'est un peu tôt effectivement, mais on peut quand même se dire, et c'est pour ça que les marchés restent élevés aujourd'hui, c'est que la Fed sera en alerte et s'il y a un impact économique significatif, dans un contexte de ralentissement de l'inflation, elle peut être amenée à changer complètement sa politique monétaire, en finalement laissant les taux d'intérêt faire une pause dans un premier temps, les rebaisser sur la seconde partie de l'année, et en modifiant aussi
sa guidance donc sur son bilan, à savoir ralentir le programme de quantitative tightening. Ouais, exactement. Okay. Très clair, je comprends bien. Mais donc tout ça, et est-ce qu'elle pourrait éventuellement ne pas passer par cette phase de pause et tout de suite partir à la baisse sur ces taux directeurs? C'est envisageable ou ce serait trop brutal pour les marchés? Alors si ça se fait, c'est que vraiment on a un choc négatif qui surprend tout le monde. Et ça peut être une autre problématique sur le secteur bancaire. Ça peut être une autre banque de taille significative qui venait à avoir des difficultés. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est plus de savoir s'il relève une dernière fois ou pas avant de faire une petite pause et aussi de regarder ce qui se passe sur le deuxième trimestre et donc en termes de croissance économique et d'emploi. Et ensuite, potentiellement, si dans le même temps on a une normalisation de l'inflation qui se poursuit, d'avoir suffisamment de flexibilité pour complètement changer de politique. Vous êtes, alors c'est Jamie Dimon, je crois, je ne sais plus exactement, qui expliquait que les conséquences de la crise bancaire aux États-Unis allaient se faire sentir encore sur 2023-2024. Vous parlez qu'un des chocs qui pourrait mettre la tête de l'économie américaine sous l'eau, c'est un choc bancaire. Du coup, vous pensez qu'on n'est pas encore sorti de cette crise bancaire? Il y a des problématiques de fond sur le secteur qui sont... la réglementation. La réglementation, il y a le phénomène de taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux offerts par les banques sur les dépôts sont relativement restreints par rapport au marché monétaire. Donc on a quand même une fuite des dépôts pour essentiellement les petites et moyennes banques qui souffrent un peu plus du facteur confiance. Ce phénomène-là, globalement, tant qu'on a un écart de taux d'intérêt entre la rémunération des dépôts et le marché monétaire, ça va se poursuivre, donc potentiellement les affaiblir. Il y a l'immobilier commercial qui peut jouer sur la qualité des bilans des petites et moyennes banques. Donc ça peut être un phénomène qui perdure au moins jusqu'à la fin de l'année. D'accord, ok. Maintenant, tout dépendra aussi de ce que la Fed peut faire, des garanties qu'on peut offrir sur les dépôts, mais on sent qu'il y a une vulnérabilité sur ce point-là et qu'il faudra vraiment scruter dans les prochains mois. D'accord, c'est Janet Yellen qui avait dit que de toute façon, il fallait que les États-Unis revoient leur réglementation autour des banques, qu'elle était trop souple et pas assez restrictive. Surtout pour les petites et moyennes banques qui avaient été dérégulées. C'est ça, elle précisait les banques qui ont moins de 250 milliards d'actifs au bilan, c'est déjà gigantesque de 150 milliards. Du coup, avec toutes ces explications, on peut supposer que le soft landing dont on parlait depuis plusieurs mois maintenant, donc un atterrissage léger de l'économie américaine, c'est possible en fait, finalement. Là, aujourd'hui, on est plutôt passé d'un consensus peut-être de soft landing sur les marchés à soft récession. Soft récession. Maintenant, la question, c'est quand vous allez vous diriger vers une soft récession, si vous avez un choc supplémentaire, là, on va poser la question d'avoir une récession peut-être un peu plus longue ou un petit peu plus profonde. Et c'est encore difficile de se prononcer, mais ce qu'on peut voir, c'est que vous avez la quasi-totalité des indicateurs avancés, que ce soit des indicateurs économiques, financiers, etc., qui suggèrent que la deuxième partie de l'année sera très compliquée. Et alors, compliqué, donc aux États-Unis, on l'a bien compris, peut-être également en Europe, puisque on a assisté pour la première fois depuis 2015, sur une base trimestrielle, au recul des prix des logements dans l'Union européenne. Est-ce que c'est un premier signe annonçateur d'une récession, comme vous dites, importante? Cette baisse de prix, elle est visible en Europe, mais elle est visible quasiment dans la quasi-totalité des pays développés. Donc c'est quand même le secteur qui est le plus sensible à la fois aux conditions de crédit et aux taux d'intérêt. On sait qu'on a eu un vague de rattrapage depuis quasiment un an maintenant. Donc c'est à peu près logique que ce secteur-là, celui de la construction, soit sous pression aujourd'hui. Maintenant, en Europe, il y a d'autres choses. Il y a un secteur qui se tient plutôt bien, c'est celui de l'hospitalité, donc à savoir hôtellerie, restauration, etc., qui peut bénéficier aussi de la réouverture à l'international de la Chine. Donc il y a un phénomène de rattrapage qui se poursuit sur ce secteur-là, qui contrebalance. Et si vous regardez un petit peu l'Europe, globalement, les indicateurs sur les services sont plutôt bons. Ouais, après, un peu comme partout, le secteur manufacturier, le secteur de la construction reste sous pression. Et il ne faut pas oublier que sur les prix immobiliers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a eu quand même un rallye exceptionnel depuis mars 2020. Donc c'est à peu près logique
qui est une correction de plusieurs pourcents. D'accord, donc rien d'inquiétant en fait, en réalité c'est logique comme vous dites, c'est une logique économique. On savait que ça allait intervenir, surtout après le relèvement des taux d'intérêt, donc c'est quand même relativement anticipé. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit une correction à 2 chiffres. Une correction plus marquée, une correction à 2 chiffres. On a ce matin les grands instituts allemands qui ont dit que l'Allemagne échapperait à une récession cette année, du coup ça va dans le sens de ce que vous dites. Après, l'Europe a bénéficié d'un facteur extrêmement favorable, c'est les températures très clémentes qui ont permis d'éviter une crise sur le front de l'énergie. Il faudra rester prudent parce que c'est une problématique qui restera d'actualité l'hiver prochain et vraisemblablement le suivant. Donc ça peut être potentiellement un petit risque. Maintenant, les températures, vu que c'est déjà compliqué de faire une prévision au-delà de 10 jours, mais on sait que c'est un facteur qui peut éventuellement se rajouter, sur lequel il faudra rester vigilant, et particulièrement en Europe où on est beaucoup plus dépendant qu'ailleurs. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc effectivement, pour l'instant, on comprend que l'Europe est passée au travers de la crise énergétique qu'on prédisait fin 2022 grâce à ces facteurs météorologiques, mais effectivement, on est incapable de dire comment ça se passera à fin 2023. Donc on garde en tête que le risque n'est pas totalement mis de côté pour la zone euro. On est encore sous pression. Au vu de tous ces indicateurs des 2 côtés de l'Atlantique, est-ce qu'on peut supposer que les banques centrales ont trop serré la vis ? Alors, la vraie question, c'est pourquoi elles s'y sont mis aussi tard. Ouais, c'est ça depuis. Et le problème, ça a été le rattrapage, en fait. Le rattrapage. Donc elles sont allées trop vite, trop fort, en fait, en réalité. Elles ont fait ce qu'elles devaient faire, mais la réalité, c'est qu'elles auraient dû le faire en amont, ne pas réagir, mais plutôt anticiper. Après, elles ont été aussi surprises par un choc géopolitique sans précédent. Ouais, la guerre en Europe. On ne peut pas forcément aussi jeter la pierre sur l'amplitude finale. Maintenant, on commence à comprendre que le monde ne peut pas vivre avec des taux courts aux États-Unis à 6%. Et que des taux d'intérêt qui soient supérieurs à 4% sur le 10 ans, le système, c'est clair qu'il n'a pas eu la capacité de s'adapter aussi rapidement. Et c'est pour ça qu'on atteint un petit peu les limites sur les banques centrales. C'est pour ça qu'on atteint les limites sur les banques centrales. Vous dites qu'un taux court à 6%, c'est invivable, c'est ingérable pour une économie quelle qu'elle soit. Il faudrait que ce taux court soit inférieur au taux de croissance d'un pays, en réalité. Alors après, il y a un arbitrage qui se fait avec l'inflation, et l'inflation corps qui reste encore sur des niveaux au-dessus des cibles des banquiers centraux. Et on était aussi dans une phase, il faut bien se rappeler du contexte post-Covid, avec une demande artificiellement élevée, une offre insuffisante qui commence peu à peu à se réajuster. Mais on sent bien que dans un environnement qui retourne à la normale, taux d'intérêt très court, élevé aux États-Unis, du moins le système bancaire dans sa totalité n'est pas forcément adapté pour l'absorber sans qu'il puisse y avoir de choc. Ok, très clair. On comprend qu'effectivement les garanties, les niveaux de garantie, les bilans bancaires souffrent de ces taux élevés. On va finir avec cette petite remarque sur la Chine. Vous nous expliquiez au début de votre intervention que les entreprises américaines pouvaient finalement ne échapper à un choc terrible de par le fait qu'elles étaient fortement exportatrices et qu'un des clients c'est la Chine. En début de semaine, on a eu un indicateur PMI qui sans tendance à 50 sur l'activité manufacturière, pas de récession, pas de contraction, pas d'expansion. Par contre, ce matin, c'est les services qui sont ressortis alors à plus de 57, je crois 57,8 quand le consensus a commandé 54,8. C'est un très bon chiffre, mais est-ce qu'on peut réellement s'appuyer sur cette donnée selon vous ? Ces données, c'est des enquêtes d'opinion, donc ce qu'on appelle plutôt des soft data, donc qui sont plutôt volatiles, qui peuvent différer de la statistique publique ou de la statistique privée, parce qu'il y en a toujours deux. Ce qui ressort quand même des données mensuelles, donc les hard data, mais aussi toutes les données qu'on peut avoir à haute fréquence, c'est que la Chine repart progressivement, mais sûrement. Il y a des secteurs qui en bénéficient, donc l'hospitalité, tout ce qui va être lié aussi aux services, parce qu'il y a vraiment cette phase de réouverture comme on a pu le connaître dans les pays développés. On a un trafic aérien qui en domestique est revenu au-dessus des niveaux de 2019, donc qui témoigne de cette reprise d'activité aussi. Et on commence à avoir des signaux encourageants sur le marché immobilier qu'on attendait peut-être
un peu plus tard, mais on a une reprise des ventes en rythme annuel. On a les prix qui sont repartis à la hausse après s'être contractés pendant quasiment 18 mois. Donc on a un certain nombre de signaux qui suggèrent que l'activité chinoise peut repartir, et on sent bien aussi que les autorités sont déterminées via la politique monétaire ou via la politique budgétaire à soutenir l'activité. C'est quand même une des rares zones où on est encore dans une phase accommodante, avec des injections de liquidités et une croissance de la masse monétaire qui a tendance à accélérer. Ce qui n'est pas le cas des pays développés. Ce qui n'est plus le cas des pays développés. Du coup, il faut craindre une inflation importante. En Chine, ça va arriver? Alors la Chine, c'est un peu plus complexe, parce que déjà le basket n'est pas constitué de la même manière qu'ailleurs. Que la Chine, sur l'énergie, achète son énergie un peu moins cher que les autres, de par le contexte géopolitique, et qu'il y a un encadrement de tout un tas de prix qu'on n'a pas forcément aussi, je dirais, en Europe ou aux États-Unis. Donc pour l'instant, ils sont relativement protégés, et on a, petite statistique, on a une inflation core qui est à 1% ou en dessous depuis 11 mois consécutifs. Et leur cible, pas du tout le schéma qu'on a dans les pays développés. Qui est pas loin d'être celui qu'on a dans les pays développés. Leur cible est à 2% aussi. Alors non, je ne sais même pas vraiment si dernièrement il y a des objectifs, mais pas forcément une cible. Leurs objectifs sont légèrement supérieurs. Après, la politique monétaire est construite autour de tout un tas d'indicateurs, justement. Mais on sent bien que le focus aujourd'hui, c'est le redémarrage de l'activité, c'est un emploi qui soit stable, et une situation qui, du moins sur le plan domestique, soit résiliente. Et une activité, donc un domaine social stable aussi, on imagine que... Je pense que ça, c'est la priorité derrière l'idée que la croissance puisse repartir. Ok, très clair. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous ce matin. Christophe, vous êtes chef économiste et stratégiste chez Markets Securities, et pour qui ne le sait pas, vous êtes régulièrement classé dans le top 3 des meilleurs économistes prévisionnistes au monde. Premier et troisième en ce qui concerne la Chine. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Éric Galéaga, tout de suite sur TFinance.